Bonsoir et bienvenue à cette grande édition des 20 heures à la une de l'actualité de ce Sommaire. samedi. Bientôt, c'est la fin des galères des enseignants. Ils auront une carte biométrique à plus pour régulariser la paye sur l'ensemble du pays. Cette nouvelle carte permettra de mettre fin aux retards récurrents dans le paiement, de maîtriser les effectifs et aussi éliminer les doublons. Pour appuyer la réforme, la ministre des Tutelles a réuni plus de 1000 tablettes, 300 ordinateurs et un serveur. On en parle dans ce journal. Également, au sommaire de votre 20 heures, un ultimatum lancé dans les lois là-bas. Le SAEMAP accorde quelques jours seulement aux coopératives minières pour se mettre en règle afin d'accéder aux nouvelles zones d'exploitation. Ces services viennent de lancer une vaste opération d'identification de toutes les coopératives, un sésame pour accéder aux zones d'exploitation. Opération lancée par le directeur général de SAEMAP. Et avec moi sur ces plateaux, je reçois tout à l'heure le porte-parole adjoint du chef de l'État, Roger Kalenga Kazadi. Il est là pour la lecture de quelques ordonnances. Bonsoir, monsieur le porte-parole adjoint. Bonsoir, monsieur. Je vous reviens tout à l'heure. Merci bien. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur notre région à la radio-télévision nationale congolaise. Le Ghana, le Liban, le Qatar et l'Union africaine, ces quatre principaux partenaires de la RDC, viennent d'accréditer leurs nouveaux ambassadeurs. Ces nouveaux ambassadeurs ordinaires et plénipotentiaires ont tour à tour présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avant midi. La cérémonie s'est déroulée à la cité de l'Union africaine. D'autres détails avec Blandine Zoffre. C'est dans un décor prestigieux, accueilli selon le strict respect du protocole d'État, que s'est tenue la cérémonie de remise des lettres de créance. Un moment hautement symbolique qui marque le début officiel de la mission diplomatique de 3 ambassadeurs et une représentante spéciale de l'Union africaine nouvellement accréditée en République démocratique du Congo. Ces diplomates ont présenté leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec cet acte officiel, ils sont désormais habilités à représenter leurs États respectifs auprès de la RDC. Il s'agit de messieurs Magnus Kofi Amweti, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Haïtam Ibrahim, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République libanaise, et Ahmad Salem Al-Sheikh Al-Kouari, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar, ainsi que Madame Fatima Kiari, représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Le nouvel ambassadeur ghanéen en RDC est avant tout un membre du Parlement de la République du Ghana où il a dirigé de nombreuses commissions entre 2013 et 2025. Magnus Kofi Amweti a également exercé dans la diplomatie culturelle et l'administration publique du Ghana. Monsieur Haïtam Ibrahim, 45 ans, nouvel ambassadeur du Liban à RDC et détenteur de plusieurs diplômes universitaires, dont un master en finance de l'Université américaine de Beyrouth et une licence en administration des affaires. Avant son accréditation en RDC, Haïtam Ibrahim était chargé d'affaires à l'ambassade du Liban à Kinshasa et à Brazzaville. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar en République démocratique du Congo depuis 2025, M. Hamad Salam Dan Al-Sheikh Al-Kouari a successivement représenté son pays à San Salvador comme premier secrétaire d'ambassade, à Pékin, au Bénin et au Venezuela. Du haut de ses 25 ans d'expérience en relations internationales, diplomatie, coopération au développement, gestion des projets et affaires humanitaires, Madame Fatima Kiari, nouvelle représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, était jusqu'en juillet 2025 ambassadeur chef de mission de la mission permanente d'observation de l'Union africaine auprès des Nations unies. La cérémonie de ce jour illustre parfaitement l'engagement de la RDC à consolider ses relations diplomatiques, confirmant ainsi la reconnaissance mutuelle et le renforcement des relations formelles entre la RDC et les autres pays amis.
Et comme annoncé à l'entame de ce journal, je reçois sur ces plateaux les porte-parole adjoints du chef de l'État, Roger Kalenga Kazadi. Il est là pour la lecture de quelques ordonnances. Bonsoir, monsieur Roger. Bonsoir, cher ami. Ordonnance, loi numéro 26, barre 002 du 31 janvier 2026, portant prorogation de l'état de siège, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006, spécialement ces articles 85, 129, 144, alinéas 5 et 145, vu la loi numéro 25, barre 056 du 22 décembre 2025, portant habilitation du gouvernement, spécialement ces articles 1er, 2 et 3, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 24, barre 428 du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25, barre 247 du 7 août 2025, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 1er février 2026, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 31 janvier 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 janvier 2026. Le cabinet du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26, barre 005 du 31 janvier 2026, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 26, barre 002 du 31 janvier 2026, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24, barre 88 du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités d'application modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25, barre 293, du 15 décembre 2025, fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24, barre 022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25, barre 247, du 7 août 2025, portant nomination
des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'arrêt sous R const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 1er février 2026, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle qu'est complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 31 janvier 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 janvier 2026, le cabinet du président de la République, Anthony Kezo Kamole, directeur de cabinet. Merci. Merci beaucoup, messieurs les porte-parole adjoints du chef de l'État. Poursuivons ce journal. La question sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était sur la table de discussion lors de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Lors de ces échanges, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aimé Boji, a sollicité l'appui de l'APF pour le retour définitif dans la partie Est de son pays. Plus de précisions avec Tété Bungunja et Andy Malaka. En marge de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est ouverte à Podgorica, au Monténégro, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, l'honorable Aimé Boji Sangara, a eu une séance de travail avec les bureaux de l'APF conduit par son président Hilarion Etang et la déléguée générale Amélia Lakfari. Les échanges ont porté principalement sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a appelé à une implication accrue des parlementaires de l'espace francophone pour soutenir les retours d'une paix durable dans cette partie du pays. Il a notamment plaidé pour la mise en œuvre de la décision portant désignation d'un rapporteur de l'APF pour la région de Grand Lac, estimant qu'une telle décision marquerait l'attention portée par l'organisation à la crise sécuritaire persistante dans l'Est congolais. Aimé Boji Sangara a par ailleurs expliqué à ses interlocuteurs que l'agression dont la RDC est victime de la part de l'armée rwandaise est essentiellement motivée par des visées économiques liées à l'exploitation illégale et au pillage des ressources naturelles, soulignant que la question des FDLR constitue un prétexte avancé pour justifier cette situation macabre entretenue par les Rwandais. L'RDC marque 2 points sur le front des finances publiques. Le Fonds monétaire international applaudit le réforme budgétaire du gouvernement congolais. Les émissaires du FMI l'ont dit au vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mozito. C'était au cours d'un échange entre les deux parties. Anita Luamba nous explique. Le Fonds monétaire international se dit satisfait des réformes engagées par le gouvernement de la République dans le secteur des finances publiques. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mozito, à une délégation du FMI conduite par Jean-Baptiste Gros, chef de mission d'assistance technique de l'institution de Bretton Woods. Pendant 2 semaines, les experts du Fonds monétaire international ont séjourné à Kinshasa pour évaluer les mécanismes d'exécution budgétaire avec un objectif clair, renforcer l'efficacité de la dépense publique et améliorer la transparence de l'information budgétaire mise à la disposition du public. Selon le chef de la délégation, cette mission a permis d'examiner en profondeur les procédures techniques liées à l'exécution du budget, notamment les réformes engagées par le gouvernement pour moderniser la gestion des finances publiques. Notre travail ici était essentiellement d'analyser les processus techniques d'exécution du budget, plus que l'exécution du budget de l'année en tant que tel.
Nous avons pu observer lors de la mission les efforts qui ont été entrepris pour modifier ces procédures et donc notamment analyser la mise en œuvre de la déconcentration de l'ordonnancement dans 4 ministères pilotes qui commencent en février. Donc nous avons pu analyser avec les autorités les réformes qu'elles sont en train de mettre en place. Pour le gouvernement congolais, cette reconnaissance internationale constitue un signal fort confirmant la volonté des autorités de renforcer la discipline budgétaire, la transparence et la bonne gouvernance des finances publiques. Menacé par l'insécurité persistante dans la région des Grands Lacs, le patrimoine naturel et culturel de la RDC s'invite au cœur de la réflexion stratégique nationale au 9e séminaire régional de haut niveau de réflexion mené au Collège des hautes études de stratégie et de défense à Kinshasa. Pendant 3 jours, experts, officiers supérieurs, chercheurs civils et militaires ont planché sur plusieurs sous-thèmes majeurs au cours de ce 9e séminaire régional consacré à la protection, à la défense et à la sécurisation du patrimoine naturel et culturel en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Les travaux ont abouti à l'adoption de la déclaration du Tchèze définissant une stratégie régionale pour préserver les patrimoines de la RDC. Présidant la clôture au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense, la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a appelé les organisations internationales et africaines à accompagner la RDC dans la protection de son patrimoine culturel, naturel, face à l'insécurité persistante. Il est évident que la belligérance persistante que vit la République démocratique du Congo apporte un gros lot de conséquences que notre gouvernement et les autres partenaires de la sous-région et ailleurs ont le devoir de juguler, corriger et réparer. Pour le directeur général du Tchèze, le général-major Augustin Mamba, ce séminaire s'est tenu dans un contexte d'insécurité persistante dans la région des Grands Lacs où les groupes armés constituent une menace réelle pour le patrimoine national. Nous devons protéger le patrimoine. En protégeant le patrimoine culturel surtout, nous sommes en train de nous sécuriser et de sécuriser notre terre. Et lorsque nous parlons de patrimoine ici, nous commençons par la terre, le sol et le sous-sol, et tout ce qui pousse au-dessus du sol. Et tous ceux qui habitent sur le sol, ces gens-là et ces animaux, faune et flore, doivent être protégés. La cérémonie a été également marquée par la remise des diplômes à 22 lauréats civils et militaires de l'année académique 2024-2025 par le directeur de l'école doctorale du Tchèze. Et puis, ces chiffres, 11, c'est le nombre total des motos remises symboliquement aux inspecteurs et aux inspecteurs provinciaux territoriaux du ministère du Développement rural de la province du Kassai-Oriental, Sankouré et Lomami. C'est un don qui porte la signature du ministre des tutelles. Regarde. Poursuivant sa mission de travail dans la province du Kassai-Oriental, le ministre d'État du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a apporté dans sa gibecière des motos. Ces outils de travail sont destinés aux inspecteurs de territoire du Sankoro, Lomami et Kassai-Oriental pour une mission bien précise, fournir des données au quotidien sur les rivières, les routes de desserte agricole ainsi que sur le programme de fabrication de baleinières. Nous devons avoir des données des rivières pour appuyer le secteur de l'électrification rurale. Il faut des gens sur les terres. Nous avons besoin des données sur les routes de desserte agricole. Nous avons besoin des motos sur les terres. Nous avons besoin des données sur les rivières que nous devons assurer la navigabilité. Nous serons obligés de mettre un programme de fabrication de baleinières avec la coopération égyptienne pour faire des baleinières de bonne qualité. Alors nous sommes obligés de faire un grand programme dans le cadre de voies navigables. Nous avons besoin de motos sur le terrain pour que les gens puissent assurer le travail. Au village Moulouaï, le ministre d'État du Développement rural a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un château d'eau qui va disposer d'un réseau de distribution d'une longueur de 6 km. Initiative qui rentre dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques en
sigle PRISE. Et pour faire la promotion du développement rural intégré et inclusif centré sur des infrastructures sociales et économiques de base, le ministre d'État Muchail, accompagné du coordonnateur du projet PRISE, a visité le montage des maisons préfabriquées à Mbujimaï. Ces maisons préfabriquées sont conçues pour améliorer durablement la qualité de vie des habitants du Kasaï oriental dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les magistrats du parquet général rappelés à l'ordre, ils ont l'obligation d'éporter toutes les vertus positives pour une justice équitable en RDC. Un rappel à l'ordre fait par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. C'était lors d'une cérémonie d'échange des vœux. De précision avec Cédric Kenina, Yvette Makuntima et Fiston Wavingala. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, dans une atmosphère empreinte des gravités, des responsabilités et des renouveaux. Le procureur général de la République près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a lancé un appel solennel à l'unité, à la cohésion et à la primauté du travail, exhortant ainsi les magistrats du parquet général à dépasser les querelles intestines pour se consacrer pleinement à leur noble mission. Des propos tenus lors de la grandiose cérémonie d'échange de vœux organisée à Kinshasa. Homme de principes et de méthodes, le procureur général a clairement affiché sa détermination à redorer l'image et l'honneur du parquet général, tant sur le plan professionnel que personnel. Beaucoup viennent venir, mais j'ai fait attention, c'est notre Dieu s'occupe de moi. Regardons, même quand vous venez venir, sachez que vous êtes distraits. Vous écoutez quelque chose de négatif sur moi, priez seulement. J'ai tellement entendu. Privilégions le travail. Ne soyons pas rancuniers, faisons en sorte que nous soyons véridiques. J'ai toujours eu l'habitude de dire aux magistrats de mon fils, j'aime pas les murmures. Quelque chose qui n'est pas bien, allez trouver la personne, voilà, je compte vous, ceci ou cela. Vous êtes peut-être moins brillant à accepter que quelqu'un d'autre puisse venir vous dire, non, là, ça n'a pas été, il faut le monter la porte. Revenons sur les épreuves traversées en 2025, marquées notamment par des tumultes qui ne disent pas leur nom, mais aussi des attaques ciblant singulièrement l'institution et ses animateurs. Le procureur général a fait preuve d'une élévation d'esprit remarquable, refusant toute logique de revanche. Un ultimatum lancé dans le Lualaba, le SAEMAP accorde quelques jours seulement aux coopératives minières pour se mettre en règle afin d'accéder aux nouvelles zones d'exploitation. Ce service vient de lancer une vaste opération d'identification de toutes ces coopératives, un sésame pour accéder à ces zones d'exploitation. Opération lancée par le directeur général du SAEMAP. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAEMAP, a lancé une vaste opération d'identification des coopératives minières opérant dans la province du Lualaba. Les responsables de ces structures disposent de quelques jours pour se conformer aux exigences légales en vigueur, condition indispensable pour accéder à l'une des zones d'exploitation artisanale récemment créées par le ministre national des Mines, Loïwatom Kabamba. L'annonce a été faite par Jean-Paul Kapongo Kadiobo, directeur général du SAEMAP, à l'issue d'une séance de mise au point organisée à l'intention des responsables des coopératives minières. À cette occasion, il a confirmé la mise à disposition effective des nouvelles zones d'exploitation par le ministère national de Mines. Nous sommes ici dans la logique de la formalisation, comme je l'ai dit, de la mutation vers la petite mine. C'est-à-dire l'artisanat minier doit porter un corps nouveau qui va donner le sourire aux artisanaux. Selon la vision de Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir que l'artisanat puisse faire de tout son mieux pour remonter la classe moyenne. Il n'y avait pas de zone d'exploitation artisanale, mais pour la première fois aujourd'hui, comme vous le savez, Lualaba va bénéficier de 64 zones d'exploitation artisanale. C'est du jamais vaincu.
au Katanga bénéficiera 111 zones d'exploitation artisanale. Du côté des coopératives minières du Lualaba, cette initiative est favorablement accueillie. Les responsables saluent une mesure qui, selon eux, répond aux attentes des exploitants artisanaux, tout en contribuant à l'instauration d'un climat social apaisé entre les acteurs de l'exploitation artisanale et les sociétés minières industrielles. Il n'y a pas une province qui est plus supérieure que les autres provinces. Nous sommes tous au service de la République démocratique du Congo. Ça doit être clair. À travers cette démarche, les SAEMAP entend renforcer l'encadrement du secteur minier artisanal et promouvoir une exploitation plus organisée, légale et pacifique dans la province du Lualaba. Vers la fin des galères des enseignants, ils auront bientôt une carte biométrique à puce pour régulariser la paye sur l'ensemble du pays. Cette nouvelle carte permettra de mettre fin aux retards récurrents dans le paiement, de maîtriser les effectifs et aussi éliminer les doublons. Pour appuyer la réforme, la ministre des Tutelles a remis plus de 1000 tablettes, 300 ordinateurs, un serveur et autres matériels informatiques. Anastasie Toundou nous en parlait. Face aux multiples réclamations des enseignants en rapport avec les retards récurrents de paiement des salaires, un système de la digitalisation du contrôle physique permettra désormais à corriger de nombreuses failles liées à la bancarisation vient d'être mise à la disposition des utilisateurs par la DINACOPE. Au-delà de l'aspect administratif, la digitalisation prépare notamment la délivrance des cartes des services biométriques à puce qui feront également office des cartes bancaires et des portefeuilles électroniques, dont la phase pilote a été réalisée à Kinshasa et au Congo central. Un pas décisif par l'inclusion financière du personnel enseignant et l'irrégularité dans la chaîne de paie, a indiqué la ministre d'État Raissa Malou, accompagnée du vice-ministre de l'Éducation et du ministre provincial de la ville-province Kinshasa. Ce nouveau système intégré permettra désormais une gestion fiable et sécurisée de la base de données des enseignants, l'optimisation de la gestion des effectifs par l'élimination des doublons et des cas fictifs. Le directeur de la DINACOPE, Boniface Mbaka, exhorte les enseignants vivant dans l'arrière-pays de faire preuve de patience avant d'obtenir cette carte. Qu'ils prennent leur mal en patience. Notre plaisir, c'est d'apprendre ce devoir que chaque enseignant aille de sa paye. Pour accompagner cette montée en puissance, une remise symbolique d'équipements, tablettes et ordinateurs a marqué la cérémonie. L'RDC au-dessus de l'échelle de pays les plus affectés par de maladies tropicales négligées pour une riposte efficace. Le pays vient de se doter d'un nouveau plan directeur des luttes intégrées contre ces maladies. Ce nouveau document a été présenté au public hier lors de la célébration de la Journée internationale des luttes contre ces maladies. Plus de précisions dans ce reportage de Yolande Fouka et Bibi Chembete. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié d'infections causées par différents agents pathogènes. Elles touchent principalement les populations les plus pauvres et entraînent des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. Pourtant, malgré leur ampleur, ces maladies restent largement marginalisées dans l'agenda mondial de la santé. La République démocratique du Congo, l'un des pays les plus affectés, vient toutefois de franchir une étape importante dans la riposte en se dotant d'un plan directeur de lutte intégré contre les maladies tropicales négligées. C'est fort de cet acquis que la coordination nationale a célébré la 5e journée mondiale des maladies tropicales négligées, placée sous le signe du plaidoyer et de la mobilisation de ressources nécessaires à l'élimination de ces maladies. Au niveau du pays, on était en ordre dispersé. Mais maintenant, tout le programme de maladies tropicales négligées s'est mis ensemble sous la coordination de la direction de la surveillance épidémiologique. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement pratiquement de la sensibilisation de tous les différents acteurs qui sont en train de lutter contre les maladies tropicales négligées. Donc c'est une joie pour moi que nous ayons cet outil qui va nous permettre de planifier, de mobiliser, d'aller vers les objectifs de l'élimination des maladies tropicales négligées. Schistosomiase, encorsécose, trachome, filariose lymphatique, lèpre, ulcère de Bureli,
Pion, trypanosomiase humaine africaine, rage humaine, Noma. Voilà quelques-unes des 15 maladies tropicales négligées notifiées en République démocratique du Congo, des noms souvent méconnus du grand public, mais qui continuent pourtant de faire de ravages silencieux au sein de communautés. Les jeunes aveugles et malvoyants de l'RDC montent au créneau. Ils réclament une éducation de qualité, l'accès aux équipements adaptés et l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle pour leur autonomisation. Réclamation faite lors d'un atelier organisé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'éducation. Des précisions avec Eugénie Dada-Chabani et J.R. Kabamba. La Convention relative aux droits de l'enfant et la Constitution de la République garantissent les droits à l'éducation pour tous sans discrimination. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, les jeunes aveugles et malvoyants ont plaidé pour la promotion de l'éducation de qualité pour les personnes vivant avec handicap visuel, question de promouvoir leur autonomisation. La structure Lutte contre la discrimination de ces jeunes aveugles et malvoyants a organisé la conférence sous le thème « Une place pour chacun, un avenir pour tous ». Les différents orateurs ont développé les thématiques qui visent à sensibiliser les jeunes sur l'importance des numériques et de l'intelligence artificielle dans l'inclusion des jeunes Congolais malvoyants et non-voyants dans la société. Pour ces derniers, les numériques constituent les leviers de l'inclusion de toutes ces personnes vulnérables dans la société congolaise, souvent victimes de la discrimination. Parmi les intervenants, le président du Conseil national de la jeunesse du Sud Kivu, qui a pour sa part insisté sur l'importance de l'éducation pour les non-voyants. Cela permettra à ces personnes vulnérables d'apporter leur pierre au développement de la RDC. Et puis le président de la structure Lutte contre la discrimination aveugle de son État a demandé au gouvernement congolais de fournir des équipements et matériels didactiques aux écoles pour aveugles du pays. Les autorités, veuillez vraiment nous soutenir parce qu'un père qui aime bien ses enfants n'aime jamais voir ses enfants souffrir. Alors j'aimerais que vous nous souteniez, que nous prêtiez vraiment main forte afin que nous réussissions aussi dans l'avenir. Le parti lumumbiste est unifié à traverser des moments difficiles en 2019, année marquée par le décès d'Antoine Gizenga et aussi par l'absence de l'organisation du Congrès, une qui a plongé les partis dans une forte zone de turbulence. L'actuel secrétaire général de cette formation politique, Godefroid Mayobo, s'est rappelé de ces moments sombres et douloureux aujourd'hui et les a partagés à d'autres membres de cette formation politique. C'était lors de la cérémonie d'échange des vœux. On l'écoute. Nous nous retrouvons pour échanger des vœux comme il sied de les faire dans un grand clan politique digne de ce nom. L'opportunité nous est donnée ici aussi de jeter un rapide coup d'œil dans les rétroviseurs de notre histoire pour nous rendre compte de ce que notre parti a traversé jusqu'à ce jour, afin de mieux saisir la dynamique de notre évolution. Commençons par l'année horrible. En latin, on appelle ça horribilis. L'année horrible de 2019, au cours de laquelle notre regretté mais immortel patriarche Antoine Gizenga, deuxième président d'honneur du parti, nous avait quittés. L'absence de congrès qu'il n'avait pas pu organiser plongea le parti dans une zone d'incertitude. Les démons de la confusion et de la relégation des textes organisateurs du parti entra dans celui-ci. Certains cherchèrent à s'accaparer de la légitimité de conduire le parti sans titre ni qualité. En 2020, cette tendance s'accentua avec la mort de notre regretté secrétaire permanent Louis Gizenga. Le parti entra dans une zone de forte turbulence, risquant de se désagréger totalement. Mais même au plus fort de la nuit sombre des conflits et des doutes, il resta une frange significative de militants et de militantes qui n'ont eu de cesse de répéter que
les partis n'auraient de salut qu'en s'en tenant à ces textes et aux lois, en organisant un congrès régulier qui allait arranger tous les problèmes. Soulagement pour les utilisateurs des réseaux de télécommunications. Bientôt, c'est la fin des perturbations de l'Internet. Les travaux de réhabilitation du câble sous-marin WAX, l'unique câble qui dérange jusque-là, débutent le 3 février prochain. Cette bonne nouvelle a été annoncée par le ministre des tutelles aux opérateurs du secteur. Marie Kalong nous en parlait. Pas de panique, pas d'inquiétude. Bien que les travaux vont débuter le 3 février prochain sur le câble WAX, les opérateurs de télécommunications ont rassuré le ministre des Postes et Télécommunications, Maître José Mpanda-Kabangu, que des mesures sont prises pour que les travaux n'impactent pas la qualité des services rendus à la population. Nous avons d'autres alternatives. Il y a d'autres câbles sous-marins, notamment il y a le câble TOU Africa, et d'autres câbles, notamment le câble SAT3, je pense qu'on peut prendre auprès de l'Angola. Donc il y a beaucoup d'autres voies alternatives qui seront utilisées pour permettre à la population de continuer à jouir des services de télécommunications sans impact. Avec l'ambassadeur de la Chine en RDC qu'il a reçu bien avant, il était question de trouver une firme chinoise fiable avec laquelle la République démocratique du Congo pourra négocier l'acquisition d'un satellite. Au sujet de la construction des infrastructures de télécommunications comme satellites et fibres optiques. En fait, ils ont déjà eu des contacts avec la société Unicom de Chine et c'est une société fiable, une société d'État que nous pensons qu'il a toute la capacité de mener cette coopération avec le Congo. C'était dans le cadre du renforcement de la coopération sino-congolaise en matière de la construction des nouvelles infrastructures de télécommunications. L'RTNC est en deuil. Elle pleure un de ses directeurs, Pepito Ngoudié, directeur des programmes et célèbre présentateur de l'émission Libala Bosembo, décédé le 14 janvier dernier. Et c'est aujourd'hui que tous les agents et cadres de la chaîne nationale lui ont rendu un dernier hommage émouvant à l'esplanade de la tour administrative avant son inhumation. Dieu merci, Kanza. Décédé le 14 janvier 2026, Pepito Ngoudié, célèbre présentateur de l'émission Libala Bosembo à la RTNC, a reçu un dernier hommage de la corporation ce samedi à l'esplanade du tour administratif de la radio-télévision nationale congolaise où sa dépouille a été exposée. Se sont inclinés devant le corps de celui qui fit directeur de programme TV de la chaîne nationale, certaines autorités du pays, notamment le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Membre du conseil d'administration et la direction générale de la RTNC étaient aussi venus dire des adieux à Pepito Ngoudié. Prenant la parole au nom du personnel de la RTNC, le directeur des ressources humaines, Kaniki Wakaniki, a rappelé les valeurs qu'incarnait le défunt. Chère assistance, votre présence nombreuse en ces lieux nous rappelle toutes les marques d'attention et de sympathie que vous avez toujours témoignées à l'égard de ce grand homme aux multiples talents qui a marqué l'histoire de la radio-télévision nationale congolaise grâce à la qualité de ses prestations, notamment dans le cadre des émissions du Libala Bosembo, haute tension, interligne et dans le tranche top qualité et notre Congo. Cadre compétent, discipliné, consciencieux et petit du nombre de qualités, M. Ngoudié Koulondimano a sacrifié une grande partie de sa vie au profit de la nation congolaise qu'il a servi avec dignité, dévouement, abnégation et loyauté. Consternation, émotion, tristesse, c'est ce qu'on a pu lire sur le visage de l'assistance. S'en est suivi les dépôts de gerbes de fleurs. Que dire de plus, cher Pepito Ngoudié? Va en paix et que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Et c'est par cette page noire que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Marthe Mangazakalala, réalisé par Odepande et André Njeka. La partie technique a été assurée par Espérance Kanjinga, Didier Diawa, Alain Galiam. Le tout sous la direction de Jacques Kaboba Mukumina Sedouga. Merci de nous avoir suivis.